Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et dans ce face-à-face, aujourd'hui, André Berkov, vous recevez l'essayiste Michel de Rosen qui vient nous voir pour son livre Fraternité, écrit aux éditions Odile Jacob. Bonjour Michel de Rosen. Bonjour. Alors, Michel de Rosen, je trouve que vous avez un esprit à la fois de sacrifice et de courage qui mérite l'admiration. Parce que parler aujourd'hui de fraternité dans le paysage mondial et national qui nous occupe me paraît une entreprise intéressante, audacieuse et presque, j'allais dire, mais pour vous provoquer un peu, qui me paraît relever du vœu pieux. En même temps, votre livre est très intéressant parce que vous avez fait une histoire de la fraternité, parce que vous parlez effectivement de ce que peut vouloir dire la fraternité dans le monde qui nous occupe, dans le monde un peu opaque, un peu glauque, un peu évidemment contrasté et conflictuel, mais justement, vous avez le mérite de rappeler qu'il y a une fraternité à la base et pas partout en France. Et si on veut voir la fraternité, quand même, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les hôpitaux ou en des difficultés structurelles qu'on leur a imposées. Le personnel, les infirmiers, je ne prends que ce cas, est extraordinaire. Et tous ceux qui sont allés à l'hôpital pour une raison ou pour une autre, même que pour voir des amis. La fraternité existe, on l'a tous rencontrée. Mais faut-il pour cela... Vous croyez que c'est quand même quelque chose qui peut nous sauver? Parce que vous êtes très optimiste, Michel de Rosen. Vous dites oui, faut pas oublier la fraternité ou la mort. Alors d'abord, André Berkov, merci de me recevoir. C'est un honneur pour moi de venir parler ici à l'antenne de Sud Radio. Et évidemment, parler de fraternité. Vous savez pourquoi j'ai écrit ce livre sur la fraternité? La principale raison est que j'ai écrit avant un livre sur l'égalité et j'ai constaté qu'en France, on parle beaucoup d'égalité et on s'intéresse très peu à la fraternité. Alors Victor Hugo a expliqué cela. Il a dit, mieux que je ne vais le dire maintenant, que la liberté et l'égalité sont vues par les Français comme des droits et la fraternité est vue comme un devoir. Et les Français préfèrent leurs droits aux devoirs. Il m'a semblé donc, j'ai découvert, en travaillant sur l'égalité, que la fraternité était un peu le parent pauvre et qu'elle méritait un coup de zoom, un coup de projecteur. Et cette enquête, j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai lu beaucoup de livres, m'a permis de constater que la fraternité, dans le monde, pas seulement en France, est en crise, parce qu'elle est assiégée par un certain nombre de forces qui sont simultanées. Je ne vais pas toutes les citer ici, il y en a 7 dans le livre, mais je voudrais en citer 2. Allez-y. La première, c'est l'exode rural. Sud Radio est écouté à la fois dans des villes et dans des villages. Dans un village, tout le monde se connaît. On s'entraide. Il y a de temps en temps des bisbilles, mais tout le monde se connaît. Dans une ville, c'est la solitude. On ne se connaît pas. Et donc le passage de la vie dans les villages à la vie dans les villes est un facteur d'affaiblissement de la fraternité. Je prends un deuxième exemple. Deuxième force qui affaiblit aujourd'hui la fraternité. La montée du narcissisme. Et moi, c'est ça. Moi. Narcisse, n'est-ce pas, regardait son reflet dans l'eau, il ne savait pas qu'il se regardait lui-même. Il voyait un reflet, il se disait, mais comme il est beau. Et il passait beaucoup de son temps, presque jusqu'à la mort, à se regarder ainsi. De nos jours, il y a beaucoup de moi. Vous allez dans le métro et vous voyez des gens avec des casques qui écoutent quelque chose ou qui sont dans leur portable et qui ne font pas attention à la vieille dame qui titube un peu et qui aurait bien besoin que quelqu'un lui cède son siège. Je prends cet exemple-là. Je prends un deuxième exemple, c'est les gens portent des sacs à dos. Les sacs à dos, c'est formidable. Mais quelquefois aussi, les gens ont des sacs à dos. Oui. Et ils vous donnent un coup de sac à dos sans même s'en rendre compte, sans s'excuser. Il y a donc beaucoup de moi. Il n'y a pas assez d'attention à l'autre. Et puis la troisième force, parmi les 7 que je cite, c'est la montée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand ils sont apparus au début de ce siècle, nous avons été nombreux à croire qu'ils allaient construire une société plus fraternelle, plus humaine, plus unie. Je crois que malheureusement, les réseaux sociaux ont fabriqué une société plutôt moins fraternelle et je dirais plus clanique. Est-ce que vous savez qu'il y a 2000 ans,
les plus beaux, les plus grands discours de Cicéron étaient sur la fraternité qu'il voyait comme un danger. Car il disait, c'est dans le livre, que la fraternité, c'est des gens qui se mettaient en groupe et qui menaçaient l'unité de la ville de Rome et de l'Empire romain. Et donc, la fraternité, en réalité, elle a deux visages. Elle a un visage, la famille Corleone dans la mafia, elle vivait une forme de fraternité. C'est fraternel, oui. Il y a donc des fraternités qui sont nocives, qui sont toxiques, et il y en a d'autres qui sont magnifiques. Il faut être effectivement extrêmement nuancé là-dessus, et vous avez raison de l'être. On va continuer à en parler, y compris des réseaux sociaux et de tout le reste, après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Très 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 belle chanson, évidemment, chanson culte de Pierre Bachelet. Vous nous avez demandé même de la passer, Michel de Rosen. Pourquoi ? Alors, j'ai en effet demandé que vous passiez cette chanson parce que je trouve que c'est une des plus belles chansons sur la fraternité. Les mineurs de fond, c'est le titre de la chanson. Ils avaient une vie dangereuse, ils avaient une vie difficile, ils avaient une vie épuisante. Quand ils partaient à la retraite, ils étaient souvent cassés, mais il y avait entre eux une entraide, une fraternité, un respect mutuel qui force l'admiration. Et si vous le permettez, André Berkov, je crois que c'est un des éléments de la crise de la fraternité. Il y avait avant, en France et ailleurs, de grandes organisations, l'Église catholique, le Parti communiste, les charbonnages, dont les salariés et les familles vivaient ensemble dans une réelle fraternité. Quand j'étais enfant, j'ai été dans des colonies de vacances catholiques et j'ai été aussi dans une colonie de vacances communiste, en Russie, près d'Odessa. Eh bien, dans les colonies de vacances de ces grandes organisations, la fraternité ruisselait. On était ensemble, on se faisait des amitiés pour la vie. La chute de ces grandes organisations, leur déclin, est aussi un des aspects de la crise de la fraternité. Vous voulez dire qu'il y avait ce qu'on appelle, que ce soit idéologiquement ou spirituellement, des colonnes vertébrales? Des colonnes vertébrales et des communautés. Et des communautés, d'accord. Mais alors justement, pendant tout le temps que je lisais votre livre, qui encore une fois est très intéressant parce que vous parlez de beaucoup de choses, et je le recommande ce livre, mais je me disais au fond, est-ce que la fraternité n'est-elle pas, hélas, parce que qui ne veut pas être fraternel, et on la sent effectivement, n'est-elle pas un enfer pavé de bonnes intentions? Les bonnes intentions de la fraternité ne peut être que quelque chose de très recommandable, et vous le faites et vous le démontrez. Mais en même temps, regardez, il y a les communautés, mais comment empêcher que les communautés se transforment en communautarisme ou en communauté fermée? Vous savez, c'est les identités ouvertes, merveilleux, les identités fermées, les identités meurtrières, comme parlait l'écrivain Amin Maalouf. Et aussi, je vous pose une question, mais c'est lié, vous parlez des réseaux sociaux. Même chose pour les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il y a des facteurs de clanification, de clans, de division, etc. Mais très sincèrement, il y a deux choses dans les réseaux sociaux qui sont capitaux, et je parle dans le bon sens du terme. Primo, il y a des gens qui pensent un peu différemment et qui ont l'impression qu'ils sont seuls. Et il faut bien dire que la plupart de la doxa de l'information penche vers une vérité révélée, le camp du bien, et que effectivement les réseaux sociaux vous donnent cette diversité. Je peux vous dire, je donne mon exemple, mais je ne suis pas le seul. Le nombre d'informations que je trouve et de chroniques et d'études qui m'ont été par quelques clics guidés vers les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que TikTok et le petit acte bref de 10 secondes. Il y a Thinkerview et tous les autres où vous avez des conférences de 2 heures, d'1 heure qui vous enseignent, qui vous apprennent beaucoup de choses. Et puis des vérités que ne vous donnent pas, hélas, la plupart des transmetteurs d'informations. Donc, ce que je veux dire simplement, Michel de Rosen, et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus, c'est qu'au fond, vous abordez un sujet qui est
qui est la langue de Zop, c'est-à-dire qu'il y a le meilleur du pire et le pire du meilleur. Comment trier le bon grain de l'ivraie? Il est là le problème. Alors, il y a beaucoup de sujets dans ce que vous venez de dire, André Berkoff. D'abord, vous avez parlé des communautés. Je développe dans le livre, vous l'avez lu, la thèse selon laquelle les communautés sont des lieux de fraternité. Je prends l'exemple de ma famille. Mes grands-parents sont des Russes dits blancs qui ont quitté la Russie à cause de la Révolution. Ils se sont retrouvés en France. Ils n'avaient pas un sou. Et ils étaient à Asnières, une communauté de Russes. Ils ont construit une église dans une maison d'habitation, une église orthodoxe. Et puis ils ont bossé. Mon grand-père portait des meubles sur son dos. Il était brocanteur. Le frère de ma mère est entré à Polytechnique. Pour tout le quartier, ça a été un événement considérable. Bon. Donc, les communautés sont des lieux de fraternité et sont des lieux, quand les communautés fonctionnent bien, d'entrée, d'intégration dans la République. Donc, la communauté, c'est bien. Le communautarisme, ça n'est pas bien. Et je dis ça seulement parce que souvent les gens qui condamnent le communautarisme ne se rendent pas compte qu'il y a des communautés qui sont des lieux de fraternité et de civisme. Mais alors, pardon, juste un mot, oui. Avant, parce que est-ce que dans le communautarisme, et je parle quel qu'il soit, de quelque religion, idéologie qu'il soit, que soient les communistes, ils se sentent aussi frères, la fraternité existe. Après, on peut ne pas aimer ce qu'ils pensent, leur idéologie ou leur croyance, mais la fraternité existe aussi, non, Michel Rosen? D'accord, vous avez tout à fait raison, et la fraternité, ça n'est pas toujours bien. La fraternité... Il y a des définitions dans les dictionnaires qui sont assez austères. Moi, je propose une définition assez simple qui est « relation bienveillante à l'autre ». Il peut y avoir des relations bienveillantes entre les salauds, entre des criminels, entre des membres de la mafia. Et puis, il peut y avoir aussi, il y a des fraternités qui sont donc tournées vers elles-mêmes. Et puis, il y a des fraternités qui sont tournées vers les autres. Les petits frères des pauvres, c'est une fraternité généreuse. Les frères musulmans, qui ont le nom de fraternité dans frères musulmans, eh bien, je peux vous dire, ils ne s'intéressent pas du tout à la fraternité. Ce qu'ils veulent, c'est que l'islam gouverne le monde. Ils ne sont pas fraternels, ni entre eux, ni encore moins avec les autres. Et donc, oui, ce que j'essaye de dire, c'est que il y a des fraternités nobles et respectables, et il y a des fraternités qui ne sont ni nobles ni respectables. Par exemple, pour vous, et vous en parlez dans votre livre, les Restos du Cœur sont un exemple de fraternité respectable. Alors, les Restos du Cœur, l'Abbé Pierre, la Croix-Rouge, Emmaüs, il y a... Alors, je vais vous dire quelque chose de positif et quelque chose de moins positif. Le positif, c'est qu'on trouve en France d'admirables exemples de petites communautés, quelquefois d'une, 3, 5 personnes, ou beaucoup plus grandes, comme les institutions que nous venons de citer, qui sont des lieux de fraternité, de générosité, et qui font du bien autour d'eux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça prouve que les Français sont capables de fraternité. La mauvaise nouvelle, c'est que quand on fait des comparaisons internationales, on constate que les Français donnent à peu près moins que la moitié que ce que donnent les Allemands ou les Britanniques. Quand on regarde les dons. Oui. Alors, je pense qu'il y a des causes à cela. L'une des causes, c'est que nous sommes un pays vertical. Depuis Saint-Louis, on attend que le roi décide tout, règle tout, et même nous guérisse des maladies qui nous assaillent. Je raconte dans le livre un cas, j'étais chef d'entreprise d'une entreprise franco-américaine, et quand on faisait aux États-Unis 2 fois par an une grande fête pour la collectivité locale, la commune qui nous accueillait, on ramassait de l'argent. Il y avait un siège de 2000 personnes. Les Américains donnaient, et la centaine de Français qui étaient au siège ne donnaient pas. Parce qu'ils disaient, mais pourquoi je donnerais? C'est l'État. Je paye des impôts, c'est à l'État de donner. Donc nous avons je paie des impôts, ça va déjà, ça me... Voilà. Donc, je pense que l'État, malheureusement là-dessus, est un problème, parce qu'il conduit trop de Français à considérer que, quand j'ai un problème, ça n'est pas à moi de m'en occuper, ni avec mon voisin de droite, ni avec mon voisin de gauche, c'est à l'État de s'en occuper. On va en parler de cela, effectivement. Et je n'ai pas encore répondu à votre question sur les réseaux sociaux. Voilà, on va revenir là-dessus juste après une petite pause qui va nous permettre, non pas de souffler, mais d'approfondir encore.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Fraternité, fraternité, c'est le titre du livre de Michel de Rosen aux éditions Odile Jacob. Un livre effectivement qui parle, c'est vrai, comme Michel de Rosen, comme vous l'avez dit, on parle beaucoup de liberté et d'égalité, et la fraternité un peu fait figure de parent pauvre, ce qui n'est pas du tout. Et on avait, effectivement, je vous avais lancé sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais qu'on en reparle. Alors, vous disiez, vous, les réseaux sociaux, oui, il y a effectivement, vous n'avez pas tort, hein, mais il y a aussi l'autre côté. Je développe en effet dans le livre la thèse selon laquelle les réseaux sociaux, j'appelle ça le blitzkrieg des réseaux sociaux, pour Absolument. ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est un mot allemand qui signifie guerre éclair. Et que la guerre éclair. Donc je dis qu'en peu d'années, les réseaux sociaux sont passés de l'inexistence à une omniprésence, et qu'en effet, les réseaux sociaux, dont on attendait qu'ils fabriquent un monde plus fraternel, ont fabriqué un monde plutôt moins fraternel. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux ont tendance à pousser les gens à se retrouver entre eux, à se retrouver avec ceux qui sont d'accord avec eux, et à s'éloigner ou à ignorer ou à combattre, voire, hélas, à insulter ceux qui ne pensent pas comme eux. Maintenant, André Berkoff, vous avez, si je puis me permettre, mon avis, entièrement raison. Les réseaux sociaux sont aussi un formidable instrument d'étude, d'analyse, de réflexion. Pour écrire ce livre sur la fraternité, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux. J'ai retrouvé ainsi des livres, des écrits, des sources bibliographiques que j'aurais eu beaucoup plus de mal à trouver si je n'avais pas pu utiliser les réseaux sociaux. Mon souci, en réalité, André Berkoff, est le suivant. C'est que les jeunes sont lancés, pour beaucoup d'entre eux, dans la nature, dans le monde des réseaux sociaux, sans guide. Et de manière générale, pour les réseaux sociaux comme pour la fraternité, je pense qu'il ne faut surtout pas que l'État fasse quelque chose. Les deux mondes qui doivent intervenir et aider les jeunes à être à l'aise dans ce monde du XXIe siècle, c'est d'une part les familles et c'est d'autre part les enseignants. Les familles ont un rôle à jouer pour expliquer à leurs enfants, jour après jour, semaine après semaine, pas leur expliquer seulement avec des mots, mais leur expliquer avec de l'exemplarité, en leur donnant des modèles pour leur dire c'est quoi les valeurs importantes de la République. Il ne suffit pas d'écrire sur les bâtiments publics liberté, égalité, fraternité, il faut aussi que les jeunes comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Comment ça s'incarne ? Comment ça s'incarne ? Et du coup, quelles sont les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir ? Et je pense que là, il y a un rôle des parents qui est souvent oublié. Et il y a deuxièmement, ce d'autant que la plupart des familles marchent bien. Il y a des institutions qui se cassent la figure en France et ailleurs, mais les familles en général, et l'amour familial, l'amour qui unit les familles, c'est dans la plupart des familles encore une réalité, et c'est même un trésor. Donc, le deuxième monde qui doit intervenir, c'est les enseignants. On a tous été à l'école, et certains d'entre nous sont aussi enseignants. Le pouvoir des enseignants, l'influence des enseignants sur leurs élèves est colossale. On n'a pas besoin que le ministre ou la ministre donne des instructions. Un professeur de musique, ou un professeur d'histoire-géographie, ou un professeur de lettres ou de sciences peut très bien décider que, dans quelques jours, il prend le lundi, 1 heure, et il dit aux élèves, je vais vous parler de fraternité. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais heureux d'être au lycée, mais jamais un professeur ne m'a parlé des valeurs de la République, et jamais un professeur ne m'a parlé de fraternité. Donc, ma prière, mon cri, avec ce livre, c'est que la fraternité, pour qu'elle existe, il faut en parler. Et il faut expliquer ce que c'est. Alors, là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord.
Le problème, c'est que, évidemment, c'est toujours pareil, on regarde la face claire et la face obscure, le côté obscur de la force et la face claire de la force. Vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a une partie, et je suis tout d'accord avec vous, de la France, et heureusement une grosse partie, et j'espère la majorité, où les familles sont heureuses et en tout cas fonctionnent en solidarité, pour ne pas en appeler, et en fraternité, et vous avez toute une partie de la France qui n'est pas négligeable. Vous avez soit des familles monoparentales, soit des familles divorcées, soit enfin tout ce qu'il y a. Et donc effectivement la vertu pédagogique n'est plus là. Et surtout, je voudrais... Mais reste pour cela les enseignants. Alors voilà, on va parler des enseignants, mais quand le pédagogisme est arrivé chez nous, et quand on a mis l'enfant roi au centre du savoir, et il n'était plus question de transmettre du savoir, je ne mets même pas de la fraternité. Vous et moi, nous avons appris l'histoire de France, nous avons appris les auteurs, nous avons appris ceci, nous avons appris une espèce de langage civilisationnel, qui avait du bon, qui avait du mauvais, etc. Mais il y avait cela. Aujourd'hui, même les enseignants vous le disent, en tout cas beaucoup d'enseignants. Alors je ne dis pas qu'on ne fait plus rien à l'école, loin de là. Mais ce pédagogisme à sens unique a fait que, effectivement, sur le plan que vous invoquez de la fraternité et des vertus fondamentales, on ne peut pas dire qu'elles sont cultivées avec beaucoup de bonheur et beaucoup de, je dirais, de zèle, parce que le programme des enseignants, ce que leur donne à faire, ce n'est plus, hélas, du tout cela. Et surtout, alors j'y arrive. Et vous avez raison quand vous dites, oui, mais les jeunes, voilà, il y a la télévision, la radio, etc. Moi, très sincèrement, et le vrai problème, parce que sur le fond, on est d'accord, comment voulez-vous, quand une partie du spectacle n'est plus de donner de la morale, mais uniquement de savoir ce qui va satisfaire tel ou tel consommateur, quand le problème c'est le consumérisme à tout prix, et je dis bien à tout prix dans tous les sens du terme, comment voulez-vous avoir de la fraternité à partir du moment où effectivement ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux qui le font par ailleurs, mais même les spectacles, les télévisions. Regardez, juste un mot, Michel de Rosen, regardez le wokisme. Quand vous avez des grandes sociétés de cinéma et de spectacle qui aujourd'hui satisfont aux besoins du genre et qui font même dans les programmes, regardez ce qui se passe dans l'éducation sexuelle à l'école, et je ne suis pas du tout pudibond ou bigot là-dessus. Enfin, il y a quand même des choses sur le genre, etc. Et c'est ça, c'est que ce que vous invoquez et que vous appelez de vos voeux pour tenir le gouvernail, mais ils ont changé de gouvernail, en tout cas certains. C'est ça le problème. Si vous permettez, je voudrais prendre le sujet sous un angle un peu différent. Allez-y. Après que mon livre soit sorti, j'ai reçu des témoignages. L'autre jour, un chauffeur de taxi congolais, il connaissait mon nom parce que j'avais fait la réservation, il m'a dit « Je vous ai vu à la télévision l'autre jour, bravo, vous dites ce qu'il faut dire, la fraternité c'est important, il faut en parler, etc. » Deuxième témoignage, un ministre qui fut un ministre important de l'époque de Mitterrand puis de Lionel Jospin, je vais taire son nom, je trouve que c'est un ami, il a lu le livre et il m'a dit « Tu sais, c'est bien ce que tu écris, mais c'est fichu. » Alors lui, c'est l'école des gens sceptiques et plutôt pessimistes. Ouais. D'accord ? Ouais. Et puis je vous donne un troisième témoignage. Et lui, il dit c'est fichu, il dit oui, c'est plus possible. Dans l'ère du temps, la société est devenue tellement narcissique, tellement matérialiste, que c'est très difficile de faire revivre la fraternité. Je vous donne maintenant un troisième et dernier témoignage. Un de mes très vieux amis est général en retraite, il habite à Collioure. Ouais. Donc, il écoute régulièrement Sud Radio. Alors, il a lu mon livre, il m'a dit, tu sais, depuis que ton livre est sorti, j'ai l'impression que les gens sont plus fraternels. C'est gentil, ça, c'est un beau... Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bien entendu, c'est pas mon livre qui a rendu la société française plus fraternelle. Mais j'observe, chez la plupart de ceux qui l'ont lu et qui m'en ont parlé, que ça les a fait réfléchir, et ça leur a permis de découvrir ou de redécouvrir la puissance extraordinaire, le trésor que représente la fraternité. Oui, la fraternité, on peut la donner et on peut la recevoir, et sous 1000 formes. Tout à fait. Mais alors, Michel de Rosen, vous avez le mérite d'avoir remis la fraternité, en tout cas l'église de la fraternité, au milieu du village, comme on dit. Mais est-ce qu'il peut avoir, et ce que vous me dites m'incite à vous poser sa question, est-ce qu'on peut avoir de fraternité sans idéal ?
C'est là le problème. Que l'idéal soit religieux ou laïque ou éthique, etc. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui fait la fraternité? Évidemment, on dit tous les hommes sont frères. Hein. Ça, c'est le côté, bon, c'est très bien, tous les hommes sont frères. Et rappelez-vous, si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Ça, c'est la version... mais très bien, encore une fois, je ne ricane pas du tout là-dessus. Mais en fait, les choses étant ce qu'elles sont, comme disait un certain général, est-ce que la fraternité ne s'enracine pas, que ce soit hier, aujourd'hui et demain, dans les retrouvailles avec des idéaux? Et ce sont ces idéaux qui, aujourd'hui, on dirait qu'ils jouent un peu ils sont partis sans laisser d'adresse, ou en tout cas, pour la plupart. Alors, si vous permettez, je vais vous donner mon avis là-dessus. Oui. Nous sommes un peuple littéraire. On aime les grandes querelles, on aime les grandes envolées, et on attend d'un chef de l'État qu'il soit brillant, qu'il écrive des livres. Qu'il fasse le job quand même. Hein. On attend aussi de lui qu'il fasse le job. Hein, Michel de Rosen. On attend ça d'abord. Hein. On est d'accord. Ouais. Oui, moi certainement, mais je constate que dans l'histoire de France au XXe siècle, on a souvent attendu du chef de l'État qu'il soit non seulement un chef, bien sûr, comme le disait le général de Gaulle, et qu'il y ait un État, mais on a aussi attendu du chef de l'État qu'il soit littéraire. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce qui compte dans la fraternité, c'est moins l'idée que la réalité. Il faudrait éviter que la fraternité devienne un magnifique thème de débat, même radiophonique. Le plus important, c'est qu'elle soit vécue. Oui. Nous sommes ici à Sud Radio. À Sud Radio, il y a un sport qui est particulièrement respecté, c'est le rugby. Regardez la fraternité qui unit une équipe de rugby. Et ils ne se disent pas « nous sommes fraternels ». Ils la vivent, cette fraternité. Bien sûr, ils l'incarnent. Et évidemment, le rôle de l'entraîneur et du capitaine sont clés, car il doit veiller à ce que les énergies formidables de ses joueurs soient collectives, soient solidaires, et pas l'un contre l'autre. Donc, je voudrais éviter de contribuer à un débat de plus. Je voudrais plutôt contribuer à ce qu'un nombre croissant de Français se disent « Tiens, finalement, la fraternité, moi, qu'est-ce que je peux faire pour être plus fraternel? Qu'est-ce que je peux faire avec mon voisin de gauche, ou avec mon voisin de droite, ou avec mes enfants, ou avec quelqu'un qui habite dans l'immeuble à côté et qui a l'air d'être vraiment seul ?» Je vous donne un chiffre. En France, en 2024, il y a 6 millions de Français qui voient 3 personnes par an, qui vivent donc une intense... 3 personnes par an. 3 personnes par an, qui vivent une intense et âpre solitude. Eh bien, chacun d'entre nous passe quelquefois à côté de ces Français solitaires, souvent d'ailleurs des personnes âgées, certains en ville, d'autres à la campagne aussi. Bien sûr. Eh bien, rompre la solitude de ces Français-là, c'est un beau geste de fraternité. Et alors justement, puisque vous dites, il faut pas que ça soit seulement matière et débat, ce en quoi je suis d'accord. Mais vous savez, on le voit un peu partout. Est-ce que quand même ça... Alors, comment ça peut devenir justement... je reviens à Victor Hugo. Ce que vous dites, c'est... Vous dites un peu ça comme un devoir. Et c'est un devoir, effectivement. Ce que disait le grand poète, le grand écrivain. Mais comment, effectivement, incarner cela? Comment faire passer cela? Regardez les SDF qu'on voit dans une ville comme Paris et ailleurs. Enfin bon, est-ce que ce n'est pas un mot aussi qui est très important, alors lui, je dis pas disparu du vocabulaire, mais ça fait vraiment très ringard de dire la charité, le caritatif. Est-ce que dans fraternité, je crois qu'il faudrait aussi, pour vraiment inciter cela, moi je reviens, vous savez, c'est pas un débat d'idées l'idéal. C'est que beaucoup de gens se disent, écoutez, moi je fais ce que je peux, vous en avez parlé, moi je paye mes impôts, les Français que vous avez vus aux États-Unis, écoutez, moi c'est à l'État de faire ça, c'est ce que vous avez dit. Et je vous assure, et vous le savez très bien, beaucoup de gens se disent, oui, moi j'aimerais bien, alors je donne une pièce, etc. Mais au fond, cet idéal de fraternité, et ce qu'on retrouve dans les associations, dans les clubs sportifs, dans la franc-maçonnerie ou dans d'autres... et il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, si on veut quitter le conflit d'intérêts, vraiment, ne doit pas être associé à la charité, au sens le plus noble du terme? Alors, le terme charité en France a une connotation ambivalente. Oui. Pour beaucoup de gens, ça évoque une générosité bienvenue. Mais pour d'autres personnes, ça évoque le riche
qui se donne bonne conscience en donnant une pièce ou un billet à un pauvre, et qui ensuite, une fois qu'il a fait sa bonne action du dimanche, repart dans une vie égoïste et indifférente aux autres. Personnellement, dans une partie de ma vie professionnelle, j'ai servi l'État, et puis ensuite je suis devenu dirigeant d'entreprise. Je trouve que si on laisse tous les actes de générosité à l'État, ça donne une société triste, froide, mécanique, bureaucratique, et que quand chacun d'entre nous s'implique dans une association, soit qu'on crée soi-même, soit qui a été créée par d'autres et qu'on rejoint, vous avez cité les Restaurants du Cœur. Le jour, je voyais l'admirable directeur général de la Croix-Rouge française. Il me dit, il a 79 000 bénévoles qui aident la Croix-Rouge française. Formidable. Certains quelques heures par semaine, d'autres beaucoup plus. Donc, quand vous rejoignez ainsi une initiative, vous ne le faites pas en obéissant, mais vous le faites en y mettant votre cœur, votre sensibilité, votre humanité. Eh bien, non seulement vous faites du bien à ceux que vous aidez, mais vous vous faites du bien à vous-même aussi. Bien sûr. Et donc, le terme charité, je répète, a une connotation un peu arrogante, un peu dépassée, paternaliste. Et donc, je n'utilise pas ce terme-là, alors que le terme de fraternité est un terme dans lequel, à mon avis, tous les Français peuvent se retrouver et, si possible, se reconnaître. Oui. Et alors justement, dans le livre, c'est intéressant parce que je voudrais aborder cela. Vous avez un chapitre passionnant, même plusieurs, sur l'histoire de la fraternité. Je voudrais que vous m'en parliez un peu. Comment c'est né, d'ailleurs, comment c'est né dans le fameux slogan qui orne les frontons de tous les édifices publics de la République. Si vous permettez, 3 ou 4 grandes étapes. Si on remonte très loin dans le passé, j'ai retrouvé, c'est au Louvre, une pièce dans laquelle, pour la première fois, le mot fraternité a été utilisé il y a 4400 ans. D'accord ? Donc la fraternité, le mot fraternité est apparu en Mésopotamie. En quelle langue à l'époque ? Pardonnez-moi, la langue qu'on parlait en Mésopotamie. Il y a 4000 ans. Mais ça a été traduit par les scientifiques en fraternité. Et ça a été traduit comme fraternité. D'accord. Passons 2000 années et on arrive à Jésus-Christ et au christianisme. Quand Jésus... Il n'y a pas de fraternité dans l'Ancien Testament, nombre de conception, c'est intéressant. Non. C'est avec les évangiles, avec Jésus-Christ. C'est avec les évangiles. D'accord. Une fois que Jésus a passé les années qu'il a passées sur terre, ses disciples se sont demandé, ils ont fait une sorte d'exercice de marketing en se disant qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme valeur qui nous permette de nous distinguer des autres et de rassembler des fidèles. Et ils ont choisi la fraternité, qui à l'époque était, je l'évoquais tout à l'heure, critiquée par Cicéron à Rome parce qu'elle était trop clanique, mais ils ont pensé que cette valeur allait permettre de rassembler tout le monde, les riches comme les pauvres, et les gens des différents peuples qui faisaient le pourtour de la Méditerranée. Tout à fait. Et du coup, c'est le thème « frère en Christ », n'est-ce pas ? C'était une valeur de rassemblement. Puis, les siècles ont passé, et la fraternité a été oubliée, et, souvenons-nous, les églises chrétiennes se sont, au XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, pas mal perdues dans des querelles de pouvoir, d'argent, etc., etc. Les guerres de religion. Les guerres de religion. Tout ça, Et alors, l'Église catholique a ensuite découvert ou redécouvert la question sociale avec la fraternité qui s'attache à elle au XIXe siècle. Mais si on vient maintenant à la France, avant la Révolution, quand vous regardez le dictionnaire dit de d'Alembert ou de Diderot, l'encyclopédie, la fameuse encyclopédie, il y a quelques lignes sur la fraternité et quelques pages sur la fraternité d'armes. Donc jusqu'à la Révolution, la fraternité, c'était celle qui unissait les combattants. Les frères d'armes. Puis arrive la Révolution. Alors on va parler de la Révolution parce que c'est fondamental justement. Après cette dernière petite pause. Et puis pour agir 0826 300 301 tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec Michel de Rosen qui vient nous voir pour son livre Fraternité aux éditions Odile Jacob. Et nous avons René qui veut réagir au 0826 300 300. Bonjour René. Bonjour René. Bonjour. Alors, j'ai une question. Avant, permettez-moi de dire, pour illustrer ce que disait monsieur sur les camps catholiques et les camps communistes, camps de vacances évidemment, j'ai vu récemment sur YouTube le témoignage d'un légionnaire qui s'appelait Tibor, enfin ancien légionnaire, et qui disait, partout où je vais dans le monde, il y a des légionnaires, que ce soit en Afrique du Sud, en Suède, etc. Et nous sommes immédiatement, même si on ne s'est pas connus, nous sommes immédiatement, plus que des copains, nous sommes des frères. Alors maintenant, je voudrais revenir sur liberté, égalité, fraternité. Il me semblait que la fraternité supposait fraternité entre Français, entre citoyens, ce qui était une notion nouvelle dans le monde, mis à part en Suisse quand même. Bon. Et je ne sais pas si vous voyez qui est Monsieur Héroux. Monsieur Héroux, ça fait 4 ou 5 fois qu'il passe en procès, parce qu'il aide des clandestins à traverser les Alpes. Oui, Cédric Héroux, oui, absolument. Il est acquitté parce qu'on dit liberté, égalité, fraternité, donc la fraternité est un droit, on ne peut pas le condamner, ce que je trouve scandaleux, parce que il est peut-être fraternel avec les envahisseurs, mais pas avec ses compatriotes. Parce que quand on est généreux avec les étrangers, c'est jamais pour les mettre dans le 16e arrondissement de Paris. Mon village ainsi que les 2 villages voisins des 2 côtés et que la petite ville pas loin sont maintenant envahis par des Afghans, par des Noirs musulmans. La plupart ne parlent pas français, ils sont en groupe et ils ont l'air dangereux à leur manière, notamment de regarder les femmes. Et voilà, ils ne font rien, mais enfin, ils les encerclent, voilà, regarde. Et vous dites que donc le concept de fraternité, là, est utilisé d'une manière qui ne vous plaît pas. Oui, moi, j'aimerais savoir en tout cas ce que monsieur pense sur l'origine de liberté, égalité, fraternité. Est-ce que c'est une fraternité universelle? Je ne crois pas, c'est une fraternité entre Français ou au moins entre citoyens. Parce que je veux rappeler quelque chose. Avant la République, Mélenchon une fois avait dit la France est née avec la République en 1789. Ce comme quoi il y avait 2 erreurs, puisque même sous la monarchie, la France c'était la France, c'était pas la Suède. Non, bien sûr, on va pas rentrer là-dedans. D'accord. C'est la monarchie constitutionnelle. Non, René, je voudrais que... Parce que la monarchie constitutionnelle, l'hymne c'était « Veillons au salut de l'Empire ». Oui, René, on va arrêter là parce que on arrive en fin d'émission et je voudrais justement que Michel de Rosen vous réponde sur ce que vous avez dit, fraternité, c'est quoi et à quel niveau, évidemment, question des circonstances. Alors bonjour monsieur, merci de votre intervention. Vous avez évoqué 2 points, le sujet des légionnaires. C'est vrai, j'ai, comme d'autres, fait mon service militaire, j'ai gardé des habits dans l'armée, et au sein de l'armée, quand on risque sa vie avec ses collègues, on est extraordinairement dépendant des autres, et la fraternité est une valeur claire, forte, et j'ai envie de dire vitale, au sens propre du terme, pour des militaires qui combattent ensemble et risquent leur peau ensemble. Et les légionnaires, notamment. Bien sûr. Sur votre deuxième observation, permettez-moi de faire une remarque juste historique pour nos grands ancêtres, qui soit au moment de la Révolution, soit au moment de la Deuxième République, soit au moment de la Troisième République, soit quand la France a été libérée en 44-45, soit quand le général de Gaulle a créé la Cinquième République, l'idée de la fraternité n'était pas limitée aux relations entre Français. Il y a eu en France depuis des siècles l'idée, certains trouvent que c'est même arrogant, moi je trouve que c'est beau, il y a eu l'idée que la France ne peut pas regarder que les Français et que la France a une sorte de devoir de solidarité aussi au-delà de ses frontières. Oui. Alors ensuite, nous sommes dans des circonstances très différentes aujourd'hui, hein. Mais ça nous amènerait très loin. En tout cas, c'est un livre à lire, Michel de Rosen, Fraternité, aux éditions Odile Jacob. Et la fraternité, voilà, chacun doit la pratiquer comme il le sent, mais doit la pratiquer. Merci Michel de Rosen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci André Berkov d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre midi et 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.